Bonjour tout le monde. Bon après-midi. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Merci, M. Stephen Guilbeault, en fait l'honorable Stephen Guilbeault, ministre du Patrimoine, d'avoir accepté de participer à cette conférence. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on se pose la question comment on va s'y prendre au niveau de la culture, au niveau de tout l'événementiel, évidemment, le milieu sportif également. Les efforts du gouvernement du Canada durant cette période sont massifs, on l'a dit. C'est 315 milliards de dollars qui ont été annoncés, dont 145 milliards d'aides directes. Et le 16 avril, je le rappelle à tout le monde, ça fait déjà, si mes maths sont bonnes, autour de 18 jours, vous avez annoncé qu'il y aurait 500 millions de dollars de disponibles pour aider les artistes, le milieu sportif et les organisations à traverser la crise. Il y a beaucoup de curiosité. Je dirais qu'il y a de l'impatience aussi. Là. On est heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui pour comprendre comment vous allez procéder. Je dis à tout le monde, on a, comme habituellement la formule le veut, une petite allocution du ministre au début. Ensuite, ça va être des échanges. Nous avons reçu plusieurs questions. Je vais m'appuyer sur beaucoup de questions du public. Je vais nommer ceux qui nous ont envoyé ces questions-là. Et on aura donc le plaisir d'écouter le ministre et éventuellement d'approfondir un peu sur les façons dont il va s'y prendre. Donc, sans plus tarder, Stephen, à vous la parole. Merci beaucoup, Michel. Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que tout le monde va pour le mieux dans les circonstances. Nous sommes toutes et tous touchés d'une façon ou d'une autre par le confinement dans nos vies personnelles et professionnelles. Et nous faisons de notre mieux pour traverser cette épreuve. Alors, merci d'être là et merci également à Michel et à toute l'équipe de la Chambre de commerce de nous réunir aujourd'hui. Il est plus important que jamais de se parler, de s'écouter. Ensemble, nous sommes plus forts et nous serons mieux outillés pour relancer notre société et l'économie. Michel le disait, ça fait 8 semaines, la réalité du confinement nous a frappés de plein fouet. L'onde de choc a été immédiate et puissante. Tout le monde a été secoué. En 24 heures, bien des acteurs économiques ont commencé à tourner au ralenti et d'autres ont dû se mettre sur le neutre. 8 semaines, c'est peu de temps pour absorber les premiers impacts, comprendre ce qui nous arrive et s'armer pour la reprise des activités. Mais c'est réconfortant de voir qu'en si peu de temps, tout le monde s'est mobilisé pour s'adapter. Partout, les gens innovent, revoient leur façon de faire et partagent leur expertise. Les gestes de solidarité sont impressionnants et font chaud au cœur. Notre gouvernement, comme votre Chambre de commerce, est en première ligne pour répondre aux besoins urgents. Nous avons tous la responsabilité d'agir pour apporter des solutions. Quand je vois votre leadership dans la crise et tout ce que vous faites pour aider vos membres à passer à travers, c'est le signe encourageant que la situation va s'améliorer au Québec comme au Canada. Je suis à l'écoute et notre gouvernement va continuer à agir en complémentarité de façon à vous faciliter la tâche. J'ai des contacts réguliers avec les autres ministres de la Culture et du Sport au Canada, ainsi qu'à l'international. Et en ce moment même, ils se mobilisent pour leur secteur culturel et sportif respectif et pour maintenir la coopération et les exportations. J'ai aussi des discussions fréquentes avec mes homologues des provinces et des territoires pour coordonner nos efforts de soutien aux organisations sportives et à nos athlètes. Je sais que pour notre secteur culturel et notre milieu sportif, en particulier les arts de la scène, les festivals, les musées et les grands événements sportifs, la crise est majeure. Ces secteurs se nourrissent du contact avec le public. Sans ce contact, ils sont privés de l'oxygène vital dont ils ont besoin pour continuer à se développer. Même si la réouverture s'amorce très graduellement au Québec et ailleurs au pays, il reste une grande question. Quand les musées, salles de spectacle, festivals et installations sportives pourront-ils rouvrir leurs portes au public? Si le confinement perdure, nous pouvons nous attendre à ce que l'industrie créative du Canada subisse des pressions financières croissantes et très importantes. Sur un mois, les pertes sont estimées à 4,4 milliards de dollars et environ 26 000 emplois. Sur 3 mois, elles sont estimées à 13,2 milliards de dollars et environ 81 000 emplois. C'est très préoccupant. Certaines entreprises seront capables de se remettre de ces pertes avec l'aide du gouvernement, ainsi que les prêts et subventions du privé, d'où l'importance d'agir rapidement. En tant que Montréalais et député montréalais, je vois les impacts du confinement sur notre métropole. Des rues et des transports en commun désertes malgré le retour prochain des beaux jours,
des festivals et des événements sportifs annulés. Nos musées, spectacles, arts urbains, productions multimédia et manifestations sportives façonnent l'identité de Montréal. Ils contribuent à son rayonnement. Sans eux, Montréal n'aurait pas ce visage unique que nous aimons tant. Ils sont aussi un gros moteur économique pour la ville. Je comprends que vos membres veulent être assurés sur leur capacité à se maintenir à flot. Je surveille, ainsi que le gouvernement, la situation de près et je suis en contact permanent avec les gens du milieu, artistes, diffuseurs, producteurs, commanditaires, salles de spectacle, conservateurs de musées et le monde du sport, notamment le Comité olympique et le Comité paralympique canadien. La semaine dernière, j'ai participé au webinaire de CINAR, un organisme de services à but non lucratif qui a pour mission de favoriser et soutenir l'exportation des arts de la scène québécois et canadiens. Ils travaillent fort pour sonder leurs membres afin de mieux connaître leurs besoins pressants. Fidéliser leur public et leurs commanditaires pendant et après le confinement est une de leurs priorités. Je crois savoir que vous menez aussi à la Chambre ce genre de sondage auprès de vos membres. J'aimerais beaucoup en connaître les résultats. L'information que vous recueillez est extrêmement importante pour nous. Elle aidera notre gouvernement à mieux cerner les besoins précis sur le terrain et à prendre des mesures adaptées dans les prochaines semaines et les prochains mois. En ce moment, nos artistes mettent un baume sur notre confinement. Ils nous aident à nous sentir un peu moins seuls avec des concerts comme Tous ensemble ou Une chance qu'on ça qui aura lieu le 10 mai prochain. C'est émouvant de voir leur talent et leur résilience. Mais ce serait encore plus émouvant d'être là, dans la foule, pour les applaudir, avec l'énergie et la passion du moment. Moi, mon travail, c'est d'accompagner notre secteur culturel pour qu'il retrouve son public après la crise, partout au Canada, au Québec et bien évidemment aussi à Montréal. Il faut continuer à cultiver nos plus beaux fleurons, comme le Festival international de jazz de Montréal, le Festival Juste pour rire, l'Orchestre métropolitain ou les 7 doigts de la main. Ici, nous sommes fiers de notre écosystème du divertissement et nous avons tous un rôle à jouer pour le protéger. Pour notre gouvernement, il n'y a aucun doute. Le secteur des arts et de la culture, des industries créatives et du sport revêt un caractère unique, distinctif. Nous reconnaissons son rôle et sa contribution essentielle et nous sommes sensibles à la réalité du secteur. Nous serons là pour vous accompagner. C'est pourquoi, dès que les mesures de confinement ont été annoncées au Canada, j'ai tenu un point de presse virtuel afin de rassurer tous les acteurs du secteur culturel. En effet, je tenais à leur mentionner que le gouvernement maintenait ses engagements financiers malgré les circonstances. J'ai aussi participé à une rencontre virtuelle, toujours avec les organismes sportifs, pour écouter leurs préoccupations et confirmer notre engagement à maintenir notre soutien financier. Donc, Patrimoine canadien continue à verser les fonds provenant des programmes de subventions et de contributions. Et nous sommes disponibles pour travailler avec nos partenaires et déterminer ensemble la meilleure voie à suivre. Comme vous le savez, le plan d'intervention économique du gouvernement pour répondre à la COVID-19 comprend un soutien direct pour chaque Canadien touché et pour les entreprises et organisations en difficulté, notamment la prestation canadienne d'urgence pour les travailleurs qui perdent leurs revenus ou qui touchent des revenus moindres dus à la COVID-19, et aussi la subvention salariale de 75 % sur une période de 12 semaines pour les entreprises et organisations admissibles. Mais il y a plus. Le 17 avril dernier, le gouvernement annonçait une aide temporaire d'urgence pour le secteur de la culture, du patrimoine et du sport afin de faire face aux défis de la COVID-19 et commencer à planifier pour le futur. Cette aide d'un total de 500 millions vise à s'attaquer aux problèmes financiers des organisations. Et nous voulons agir rapidement pour que l'argent se rende aux organisations, aux organisations, je devrais dire, à nos athlètes et nos artistes le plus rapidement possible. Les détails quant aux paramètres de ce fonds seront annoncés très bientôt, dans les prochains jours, et nous travaillerons avec nos partenaires pour livrer rapidement l'aide attendue, notamment le Conseil des arts du Canada, le Fonds des médias du Canada, Musique Action et Factor, ainsi que Téléfilm Canada. Certains de vos membres pourraient être admissibles. Je vous invite donc à demeurer à l'écoute au cours des prochains jours pour obtenir les détails. Une fois les précisions annoncées, nos agents de programme seront directement en contact avec vous par les canaux de communication habituels. Ils feront tout leur possible pour répondre à vos préoccupations les plus pressantes. Nous traversons la plus grande crise de notre histoire récente et nous avons d'énormes défis à relever.
dans l'incertitude, il est difficile de prévoir à moyen et long terme. Il y a beaucoup de questions et je n'ai pas toutes les réponses. Mais je sais une chose, la relance des activités, nous la ferons ensemble. Continuons à nous ajuster et gardons les voies de communication ouvertes et surtout, gardons espoir. Merci. Merci Steven. J'écoutais, puis je pense que plein de monde espérait là, des détails. Alors, je vais être fatigant, mais je vais poser des questions sur les détails. C'est clair que l'impact est incroyable. Le nombre de mises à pied, la perte de revenus est énorme et gigantesque. Ça touche évidemment des lieux de création, ça touche des lieux de diffusion, tous nos théâtres, tout ce qui vit de clientèle qui doivent venir sur place. Évidemment, c'est au point mort. Des grandes entreprises derrière tout ça. Quand on parle de festivals, bien, derrière les festivals, il y a des entreprises qui y vivent, qui sont à la fois dans la logistique des événements, dans l'organisation. Peut-être une première question assez large qui est comment tu vois la survie du secteur? J'ai entendu le ministre Fitzgibbon dire à quelques reprises, tous ne passeront pas au travers. Dans la culture, j'ai l'impression, et dans les arts, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont déjà fragiles en temps normal. Est-ce qu'on est capable d'éviter l'hécatombe? Comment tu vois ça? Bien, j'aurais beaucoup aimé pouvoir vous annoncer aujourd'hui, vous donner les détails pour le 500 millions. Il nous reste quelques fils attachés, mais on est très, très près de pouvoir en faire l'annonce publique. Et quand je disais tout à l'heure jour, je parle vraiment de quelques jours. Je pense que je suis d'accord avec M. Fitzgibbon. Est-ce qu'on va réussir à sauvegarder toutes nos entreprises, toutes nos organisations? On aimerait, puis on va essayer, puis on va travailler très fort, mais la réalité, c'est que ce ne sera probablement pas le cas. Par contre, pour moi, en tant que ministre du Patrimoine, l'objectif que je poursuis, que notre gouvernement poursuit, c'est de nous assurer que l'écosystème demeure à peu près intact. C'est-à-dire qu'on ne perde pas des morceaux de notre écosystème et que là, qu'une fois que l'on est prêt à faire cette relance-là, que l'on souhaite toutes et tous, que l'on ne puisse pas dans le domaine des arts et de la culture parce qu'on a perdu des pans complets. Alors, notre objectif, que ce soit les mesures qui visaient, par exemple, à la prestation canadienne d'urgence, une des choses sur lesquelles l'équipe et moi avons travaillé à Patrimoine, c'est de nous assurer, par exemple, que ça ne pénalise pas les artistes qui reçoivent des droits d'auteur. Puisque pour recevoir la prestation, il faut avoir été sans salaire ou avoir subi une baisse importante de salaire dans les 14 jours précédant la demande. Ayant moi-même publié 3 livres, j'ai une assez bonne compréhension de c'est quoi des droits d'auteur. Et j'ai pu parler à mes collègues au cabinet et dans les ministères à Ottawa pour dire, écoutez, des droits d'auteur, là, c'est pas de l'argent qu'on a fait les 14 derniers jours, c'est de l'argent qui nous est dû depuis 6 mois, voire 1 an et parfois même plus. Alors, donc, d'une part, on s'est assuré que les mesures qui visaient l'ensemble de la société ou de l'économie canadienne ne pénalisait pas, mais au contraire, allait venir supporter nos artistes d'une part, mais aussi nos organisations. Donc, les mesures qui s'adressent aux entreprises, bien, dans la très grande majorité des cas, elles sont aussi disponibles aux organisations à but non lucratif. Alors, donc ça, c'est vraiment pour aider le plus d'organisations possible à passer à travers la crise. Et le 500 millions, il vise essentiellement à venir... on comprend que malgré le fait qu'on a fait preuve de flexibilité dans l'application de plusieurs des programmes, bien, on est bien conscient que tout le monde n'y est pas éligible pour une raison ou pour une autre, puis ce ne sera pas possible d'accommoder tout le monde à travers les programmes existants. Alors, ce 500 millions-là, il vise à venir un peu remplir les trous qui sont laissés dans notre filet de par l'ampleur du défi. OK. J'ai pris bonne note, tu as dit dans les prochains jours, là, puis tout le monde a remarqué. Je veux juste rappeler, puis je voudrais faut être rassuré de ce point de vue-là. Quand le gouvernement du Canada a annoncé la subvention salariale, on a dit les chèques vont arriver. En fait, les gens vont pouvoir s'inscrire 2-3 semaines plus tard, puis les chèques vont arriver 1 mois plus tard. Dans le cas des organismes culturels, j'ai l'impression que les journées vont compter, les semaines vont compter. Ce que tu as vu comme mécanisme que vous pouvez mettre en place, est-ce que ça va permettre d'aider rapidement les organisations? Dans combien de jours les chèques vont arriver?
Notre objectif, c'est autant que possible, ce ne sera pas toujours possible, mais autant que possible d'utiliser des mécanismes existants. Donc, on n'a pas besoin d'inventer une nouvelle bébite, puis là, inventer, ça prend toujours du temps. Donc, on va essayer d'utiliser le plus possible. Alors, je parlais du Conseil des arts, je parlais de téléfilms, musique-action, des programmes au sein du ministère du Patrimoine. Alors, ça, ce sera notre priorité. Cela étant, nous sommes bien conscients qu'il y a des organisations présentement qui ne reçoivent pas de financement du Conseil des arts, qui ne reçoivent pas de financement de patrimoine canadien. Alors, comment on fait pour aider ces groupes-là avec qui on n'est pas en contact? Dans le cas du sport, par exemple, une des choses qu'on envisage de faire, évidemment, patrimoine canadien, nous sommes en contact avec Sport Canada, les grandes fédérations nationales de sport, mais beaucoup moins au niveau des provinces, des territoires, au niveau régional. Alors, on envisage de travailler avec les provinces, les territoires pour déployer une partie des sommes, puisque ces gens-là sont déjà en contact. Alors, on ne va pas essayer de recréer un système qui existe. Donc, notre objectif, le plus possible, c'est d'utiliser des mécanismes existants. Là où ce ne sera pas possible, il va falloir effectivement créer de nouvelles choses pour rejoindre ceux qu'on ne rejoint pas présentement. Ça pourrait prendre un peu plus de temps, mais on parle de semaines ici. Alors, notre objectif, c'est vraiment... Pour les mécanismes existants, ça va aller quand même assez vite. On va demander aux gens d'appliquer, puis rapidement après ça, l'argent va commencer à sortir. Et pour les autres, ça risque d'être un peu plus long, mais pas tellement plus long. Ah, parfait. Juste aussi, peut-être, c'est une question qui, à mon avis, est évidente, mais il y a beaucoup de mécanismes qui ont été mis en place d'aide qui ont une date. Et je pense à la subvention salariale, par exemple, le 6 juin. C'est clair que dans le domaine de la culture et notamment dans le domaine de la diffusion de l'événementiel, de la diffusion des arts vivants, tout ça, c'est pas le 6 juin que ça arrête le confinement ou en tout cas l'interdiction d'activité. Tu peux tout de suite le dire, j'imagine. L'intention, c'est pas d'arrêter l'aide au 6 juin dans les secteurs pour lesquels la crise va se prolonger beaucoup plus longtemps. Effectivement. Ce qu'on a dit, c'est que nous sommes au gouvernement bien conscients qu'il y a des gens, il y a des organisations, des entreprises, des secteurs qu'on va devoir aider au-delà de ça. On peut comprendre qu'il y a des secteurs où la reprise va se faire plus rapidement, mais certainement, que ce soit le tourisme, l'hôtellerie, les arts, la culture, les grands événements culturels ou sportifs, ça va prendre beaucoup de temps. C'est difficile de voir une reprise ou un retour à la normale avant le début de l'année prochaine. Et ça, c'est peut-être même un scénario optimiste. Alors, ce que je suis pas en mesure de vous dire aujourd'hui à toi et à ceux et celles qui nous écoutent, Michel, voici quels seront les mécanismes. Mais l'engagement du gouvernement fédéral, c'est qu'on va être là. On a été là pour aider les gens à passer au plus gros de la crise, mais on comprend qu'il y en a qu'on va devoir continuer d'accompagner, puis on ne va pas les laisser tomber. Parfait. 3 questions rapides du public. La première question, je pense que tu y as déjà répondu en partie. Ariane Sans Regret de l'agence Multicolore qui dit « On est une OBNL dans le domaine des festivals et on est déjà financé par Patrimoine Canada. » Sa grande question, et j'imagine que c'est beaucoup de gens qui se la posent, est-ce qu'on va être éligible ou est-ce qu'il faut déjà être soutenu par Patrimoine Canada? Ce que j'ai compris de ta réponse, c'est qu'ils vont être éligibles, mais ça pourrait prendre un petit peu plus de temps parce que les mécanismes ne seront pas les mêmes ou il faudra les détecter. En fait, deux choses. Donc, les organisations qui ont déjà ou qui reçoivent déjà de patrimoine canadien, parfois une organisation peut avoir appliqué, elle répondait à tous les critères, mais elle appliquait à un moment où l'enveloppe était épuisée. Alors là, évidemment, on va avoir plus d'argent dans les programmes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ça de façon très large. On va voir si on peut élargir les critères d'admissibilité, comme on aura un peu plus d'argent pour les différents programmes. Mais on va garder un certain montant d'argent pour ceux et celles qui n'ont jamais appliqué soit au ministère du Patrimoine ou au Conseil des arts, pour voir comment est-ce qu'on peut rejoindre. Souvent, ce sont des organisations émergentes qui ne sont pas là depuis très longtemps, qui n'ont pas encore eu cette possibilité-là de recevoir l'appui du gouvernement. Et on comprend qu'on ne veut pas juste aider ceux qui sont bien établis, qui peuvent aussi être parfois fragiles, puis tu t'en parlais en introduction et je suis bien d'accord avec ça, mais on veut voir comment on peut élargir le cercle essentiellement. On n'a pas encore
on travaille sur un ou deux des mécanismes. Et je pense que le mot d'ordre chez nous, ça va être flexibilité et agilité. Alors, comment on peut agir rapidement et comment on peut être flexible et compréhensif dans l'application des critères qu'on va mettre en place. Très bien. J'ai ici une question d'Eugène Lapierre, là, qu'on connaît tous bien, de Tennis Canada. D'abord, qui commence en disant « Merci, Monsieur le ministre, d'avoir injecté 500 millions pour soutenir les milieux sportifs et culturels. » Et pose une question que beaucoup de gens qui sont dans le milieu du sport se posent, c'est est-ce qu'on peut avoir un appui de Sport Canada pour relancer certains sports qui pourraient être pratiqués dans le respect des mesures de distanciation? Évidemment, lui pense au tennis, d'autres ont pensé au golf. Est-ce que dans les prochaines semaines, prochains mois, il pourrait y avoir un appui de Patrimoine Canada pour essayer d'avoir ces activités-là et voir comment on peut le faire avec des coûts peut-être plus élevés, moins de gens sur les lieux, mais qu'au moins on puisse avoir des compétitions sportives? Comment vous voyez ça? Bien, d'abord, bonjour, M. Lapierre. Je parlais ce matin à Michael de l'Association de Tennis Canada, justement de ces questions-là. Et je parlais aussi ce matin aux gens de l'Association canadienne du curling, des conversations ces derniers jours avec des gens concernant même le sport professionnel comme la Ligue nationale de hockey, la Ligue canadienne de football. Alors, on n'est pas... bien honnêtement, nous sommes encore au niveau du gouvernement fédéral dans nos opérations et dans nos activités au jour le jour, beaucoup dans la gestion de la crise. Cela étant, on comprend qu'on va en émerger de cette crise-là et qu'il faut commencer à penser à la relance. Donc, pour moi, j'ai des conversations avec mes homologues provinciaux où on a effectivement commencé à discuter comment est-ce qu'on pourrait, dans certains cas, tout en respectant les directives de nos agences de santé publique, comment on pourrait reprendre certaines activités et quel rôle le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, en collaboration, pourrait jouer pour aider des grandes fédérations ou associations sportives comme Tennis Canada à reprendre ces activités-là. Dans certains cas, ça va être très logistique, mais comment on ouvre l'espace aérien pour faire venir des gens de l'extérieur, parce que là, les seules personnes qui peuvent entrer au Canada par la frontière américaine, ce sont des travailleurs essentiels. Et pour ce qui est des vols, il y a à peu près plus de vols internationaux. Alors, il y a des aspects très logistiques comme ça qu'on va devoir regarder, des aspects au niveau de peut-être, évidemment, toute la question de la santé, mais c'est quelque chose sur lequel nous avons commencé à travailler. Peut-être la dernière chose que je dirais là-dessus, évidemment, par rapport à la tenue ou l'annulation d'activités en début de pandémie, les organisations sportives n'ont pas reçu de directive de Patrimoine canadien. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné des lignes directrices aux organisations en fonction des conseils que nous avions, des avis que nous avions de la santé publique, et on a dit aux organisations, à vous de juger quelle est la meilleure chose à faire. Vous connaissez mieux votre environnement, vos partenaires que nous le faisons. Et je pense que donc on fait confiance à nos partenaires et on va continuer de le faire. Il va y avoir un dialogue qui s'est amorcé et qui va, au fur et à mesure qu'on va émerger de la crise, qui va s'intensifier, mais on va être là pour vous aider à trouver des solutions là où ce sera possible pour pouvoir reprendre ces activités-là. Très bien. Une troisième question qui nous vient du public, Daniel Bissonnette de Cube Culture. Demande dans le fond si Patrimoine Canada est prêt à aider toutes ces organisations qui font dans l'événementiel et qui vont être obligées d'innover. Veut pas, et on peut penser à des producteurs télé. J'écoutais, je pense hier, parler d'En direct de l'univers qui tentent de se réinventer durant cette période-ci. Donc, il y a des producteurs télé, mais il y a de l'événementiel qui vont devoir innover. Ça peut impliquer des coûts additionnels, de la recherche et développement. Est-ce que vous pouvez envisager non seulement d'aider les entreprises à traverser, mais presque aider les entreprises à changer leur modèle d'affaires, innover et peut-être être encore plus performants dans l'après-COVID-19? Bien, oui, effectivement. Je pense qu'il va falloir accompagner plusieurs de nos organisations. On commençait évidemment, puis plusieurs le faisaient avant la crise, mais il y avait
pour certains, là où c'est possible, puis là où c'est faisable, un mouvement vers le numérique. Je pense qu'on a aidé un peu nos organisations jusqu'à maintenant. Je pense qu'on doit le faire plus. Je pense que pour certains, la planche de salut sera du côté du numérique, mais pas pour tout le monde. Quand on parle des arts de la scène, oui, on peut faire du téléthéâtre, comme on a vu le retour à Radio-Canada de ça, mais c'est un système évidemment qui a ses limites, où les musiciens qui partaient en tournée à faire 50, 60 concerts, bien là, si tu en fais juste un virtuel, en termes de revenus, c'est pas la même chose. Alors, je pense qu'il y a certainement un rôle à jouer pour le gouvernement d'accompagnement et de financement pour permettre à ceux et celles là où ce sera possible, et peut-être dans certains cas, ce sera quelque chose de transitoire. Donc, peut-être que là où on ne pourra pas procéder comme on le faisait avant avec des grandes foules, qui voudra, d'ici à ce qu'on ait un vaccin, ou peut-être l'immunité communautaire, mais bon, tout un débat là-dessus, mais qui voudra se retrouver dans une salle de spectacle pour un concert de musique, l'opéra, le théâtre, ou aller voir Yannick Nézet-Séguin avec 500 voire 1000 personnes, tant que ces conditions-là de santé publique ne seront pas rencontrées, c'est difficile de voir ça arriver à court, même moyen terme. Parfait. Mais peut-être que le numérique et la toile nous offrent des possibilités, puis il y en a peut-être qui voudront le faire pour un bout de temps. Il y en a peut-être pour qui ça va devenir un nouveau modèle d'affaires très intéressant pour l'avenir. Alors, je pense qu'il faudra faire preuve de parcimonie, puis de bon sens là-dedans aussi, mais c'est certainement quelque chose qu'on va vouloir faire, et là où on va vouloir accompagner nos organisations. Deux questions sur le secteur des médias. Évidemment, c'est un secteur qui était déjà en situation très difficile. Quelqu'un me disait en fin de semaine qu'il n'était pas sûr qu'il se qualifiait pour le critère de perte de revenus, parce que ces pertes de revenus, il les avait déjà tellement connues avant que là, présentement, ça fait juste confirmer à quel point c'est difficile. Donc, il y a une crise dans le domaine des médias. Qu'est-ce que vous estimez qu'il faut faire de plus durant la période qui est la période du COVID-19, soit pour les amener à revoir le modèle d'affaires ou juste les amener à traverser la période actuelle? Comment vous approchez le domaine des médias? Il y a plusieurs choses qu'on a fait dans le cadre de la crise pour aider différents types de médias. Bon, évidemment, la subvention salariale, plusieurs ont pu s'en prévaloir, mais effectivement, ce n'est pas le cas de tous. Et pour les cas plus difficiles, on travaille avec eux, on est en discussion avec eux, avec nos collègues aux finances, au Conseil du Trésor, pour voir est-ce que de notre côté, du côté du gouvernement, il y a d'autres, est-ce qu'on peut faire d'autres modifications à celles qu'on a déjà faites, d'une part. Mais je pourrais donner l'exemple du fait que, par exemple, pour les diffuseurs, on a payé la partie 1 des licences du CRTC. Donc, c'est 30 millions de dollars que ces diffuseurs-là peuvent garder dans leur coffre. On a une campagne de publicité de 30 millions, ce que plusieurs autres gouvernements ont fait également. Pour les médias écrits, et je sais qu'ils attendent ça, et qu'ils attendaient ça avec impatience, donc le fameux crédit d'impôt qui a été annoncé dans le dernier budget, donc de l'ordre de 595 millions de dollars. Tout est en place maintenant au niveau de l'Agence du revenu, et notre souhait, c'est que les chèques puissent arriver d'ici la fin de l'été, et on regarde même à voir s'il n'y a pas des mécanismes qu'on pourrait mettre en place pour que l'argent arrive encore plus vite, parce que la fin de l'été, quand on est déjà en difficulté importante, ça peut paraître très loin. Alors, je t'avouerai, Michel, que je regarde de très très près ce que la France a fait et l'Australie à travers leur bureau de la concurrence, l'équivalent de leur bureau de la concurrence, par rapport aux géants du web qui utilisent des articles de médias locaux, régionaux, nationaux, et pour les forcer à payer leur juste part de l'utilisation d'une forme de droit d'auteur. On est en train de regarder comment est-ce qu'on pourrait faire ça, nous également, au Canada. Donc, est-ce que c'est le bureau de la concurrence? Est-ce qu'on revoit la question des droits d'auteur? Est-ce que c'est à travers le projet de loi sur lequel certains de mes collègues à la justice et Navdin Bains à l'innovation, moi, travaillons sur toute la question de nouvelle charte du numérique. Mais c'est clair qu'il y a quelque chose là pour nous. Alors, la question, c'est à quelle vitesse on peut faire ça? Et évidemment, tout ce qui est adoption de nouvelles lois présentement
c'est très compliqué compte tenu du fait que le Parlement siège peu maintenant et que les seules lois que nous adoptons sont dans le cadre de la lutte à la COVID-19. Mais on regarde de très près, outre les choses que nous avons déjà faites, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Et je sais que dans le cas, par exemple, du crédit d'impôt, les gens disent « Oui, mais ça prend du temps. » Écoutez, ça a été adopté dans le dernier budget. C'est rétroactif, mais il fallait quand même que les gens fassent le rapport d'impôt avant de pouvoir se qualifier. Alors, on ne peut pas aller plus vite que la nature normale des choses, quoique dans le cas de la COVID, on le fait à certains égards, là. Mais dans le cas du crédit d'impôt, ce mécanisme-là a suivi son cours de façon tout à fait normale et de façon temporelle tout à fait logique. C'était intéressant. Le prochain point, c'était évidemment tout l'enjeu des multinationales géantes, les GAFA. Et la question, c'était, il y a eu une volonté d'attendre une forme de collaboration internationale, de consensus international pour agir. Maintenant, on est en période de COVID-19. J'imagine que les priorités de collaboration internationale sont peut-être différentes. La question, c'était, sentez-vous que vous pouvez agir sur les GAFA de façon unilatérale, rapide? On l'a vu il y a quelques jours, un décret assez puissant sur les armes à feu. Donc, on a décidé qu'on agissait sur ce dossier-là maintenant. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que, à l'exemple de ce qu'on fait en Europe, on agisse très rapidement parce que la question des revenus publicitaires, elle est fondamentale dans le modèle d'affaires de toute entreprise qui voudrait survivre dans le secteur des médias? Outre ce que j'ai déjà dit par rapport au GAFA, je pourrais peut-être ajouter, le premier ministre et moi-même avons dit à plusieurs reprises que les GAFA allaient payer la TPS. Et le premier ministre avait dit probablement que ça allait être dans le prochain budget. Bon, évidemment, le budget de mars a été un peu décalé. On ne sait pas encore quand ce budget-là va avoir lieu, mais c'est toujours notre intention d'aller de l'avant rapidement, le plus rapidement possible avec ça. Dans la plateforme, dans notre dernière plateforme électorale, le Parti libéral s'était engagé également à ajouter 2 surtaxes sur les GAFA, une sur l'achat de publicité et une sur les ventes de données à des fins publicitaires. Et c'est vraiment ces deux-là qui font l'objet d'une discussion à travers un comité de l'OCDE pour voir comment est-ce qu'on peut agir de façon concertée là-dessus. Ça, c'est un peu plus compliqué. On le sait, on a un voisin qui au sud qui peut réagir de façon assez prompte, parfois quand il se sent interpellé. On a vu que dans le cas de la France, qui avait décidé de faire cavalier seul là-dessus et d'aller de l'avant avec son propre mécanisme, a dû reculer et mettre un moratoire là-dessus le temps que des discussions se poursuivent avec Washington, parce qu'on les menaçait de guerre commerciale. Il n'y a pas énormément d'appétit au sein de notre gouvernement pour se lancer dans de nouvelles guerres commerciales avec les États-Unis. Je pense qu'on a eu notre lot dernièrement. Nous croyons qu'une approche concertée serait beaucoup plus facile à faire passer. Pourquoi? Parce que ça devient difficile à ce moment-là de dire qu'on agit de façon arbitraire quand il y a plusieurs pays qui décident d'agir ensemble. Alors, long détour pour dire, je pense qu'il y a des choses que nous pouvons faire probablement au cours des prochains mois. Et il y a des choses qui risquent de prendre un peu plus de temps, mais nous voulons quand même aller de l'avant parce qu'effectivement, la baisse des revenus publicitaires est problématique pour les médias, mais c'est très problématique pour le secteur des arts et de la culture aussi, puisque une partie de l'argent qui sert à financer la création culturelle, le contenu culturel québécois et canadien vient des revenus publicitaires des diffuseurs. Alors, on a toutes sortes de raisons d'agir et toutes sortes de bonnes raisons d'agir le plus rapidement possible là-dedans, que ce soit pour les médias, que ce soit pour la création culturelle canadienne. Un autre sujet, au cours des dernières semaines, on a commencé à être sollicité pour parler de la relance, en fait, le redémarrage et la relance. Et dans ces discussions-là, a été question de passer par des projets d'infrastructure. Et souvent, on pense Port de Montréal, aéroport. Et des gens m'ont écrit en disant « Oublie pas de demander au ministre
À propos du patrimoine culturel, il y a des édifices qui pourraient être rénovés, il y a des requalifications. Il peut y avoir des grands projets. La biosphère, c'est un formidable projet qui pourra avoir lieu. Il y a un projet de Musée McCord qui, depuis des années, est dans la file des projets à financer. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que dans un plan de relance, le Musée McCord, la biosphère, la protection, le développement de patrimoine, ça fasse partie des investissements qu'on devrait faire? C'est une excellente question et la réponse courte, c'est oui, mais je m'en voudrais d'arrêter juste là pour plusieurs raisons. Prenons l'exemple de la biosphère. J'ai eu plusieurs conversations au cours des dernières semaines et derniers mois avec l'administration de la Ville de Montréal, la mairesse, Mme Plante elle-même, mes collègues. Présentement, la biosphère est sous la responsabilité fédérale de mon collègue, M. Wilkinson, à l'environnement. Or, depuis plusieurs années, le ministère de l'Environnement dit, écoutez, nous, on n'est pas dans la business des musées. Ça tombe bien, moi, je suis dans la business des musées. Et en plus, le premier ministre m'a demandé de donner une attention particulière à la question des musées et des changements climatiques. La biosphère, c'est l'incarnation même de ça. Mais au-delà de ce cas spécifique-là, peut-être qu'effectivement, pour les salles de spectacle, les musées, les lieux culturels et sportifs qui, vous pensiez faire des rénovations dans 2 ans, bien peut-être que maintenant c'est le moment puisqu'on ne pourra pas les utiliser pendant un bout de temps. Et nous sommes très favorables à ça au niveau du gouvernement fédéral. J'ai eu plusieurs conversations avec ma collègue et amie Catherine McKenna, qui est ministre des Infrastructures, où il y a quand même... Bon, nous avons un programme pour ça, Patrimoine canadien, qui est, somme toute, modeste, compte tenu parfois des besoins nécessaires pour certains de ces projets-là. Mais du côté d'Infrastructure Canada, il y a beaucoup d'argent. Et nous serions très heureux de travailler avec des organisations. Puis, bon, évidemment... Il faut que ça passe par les provinces, les territoires, mais sachez que dans le cadre des ententes fédérales provinciales, nous avons, dans le cas des grandes provinces au Canada, là, il y a des centaines de millions de dollars en infrastructures culturelles qui sont prévues dans ces ententes-là. Alors moi, je pense que c'est le moment, cogner à la porte de votre province, vous dites, écoutez, moi, on a des projets, puis nous, ça va nous faire plaisir de travailler avec la province, de travailler avec les organisations pour faire avancer ces projets-là rapidement. Et peut-être que ça peut être effectivement une façon un certain baume sur la plaie. Bon, ben tant qu'à être obligé de fermer notre salle de spectacle ou notre théâtre ou notre musée, ben profitons-en pour faire des rénovations qui sont ou qui auraient été nécessaires dans un avenir proche. Parfait, c'est une bonne nouvelle. On va profiter, puis d'ailleurs, j'ai une question qui vient de Pablo Manérol de la TOU qui voulait qu'on en profite. On a un ministre du patrimoine, mais qui est très vert, au sens pas nouveau, pas un jeune, mais au sens... Peut-être les deux. Les deux, peut-être, oui. Alors, on a entendu parler, et je pense que c'était dans les mots du premier ministre, de relance verte. Et donc, j'essayais, et c'est ce que Pablo Manérol me demandait d'évoquer, c'est un ministre du patrimoine qui voudrait qu'on ait une relance verte en culture. On a parlé rapidement de la biosphère, là, mais ça pourrait prendre quelle forme, une relance verte en culture, si des entreprises, des organisations, des créateurs voulaient s'inscrire dans la relance verte en culture? Ce serait quoi le message que tu leur lancerais? Bien, merci Pablo pour la question. J'ai visité la TOU il n'y a pas très longtemps. Effectivement, le premier ministre en a parlé. Il a d'ailleurs dit que c'est pas parce que nous traversons une crise importante qui est celle de la COVID-19 que d'autres crises comme celle des changements climatiques sont parties pour autant. Et il a demandé à quelques ministres qui sont un peu moins pris au jour le jour avec la crise, de commencer, puis c'est vraiment très embryonnaire présentement, ça va prendre de l'importance au fur et à mesure que nous émergerons de cette crise-là, mais donc il a demandé à quelques ministres, dont Mme McKenna, dont je parlais tout à l'heure, M. Wilkinson à l'environnement et moi-même, de commencer à imaginer à quoi pourrait ressembler cette relance verte-là, puis je pense qu'à vert, j'ajouterais peut-être quelque chose autour de la justice sociale ou de l'équité sociale. Je parlais un peu plus tôt de la prestation canadienne d'urgence. C'est un mécanisme qui n'existait pas il y a 8 semaines et dont plus de 7 millions de Canadiens et Canadiennes se sont prévalus au cours de ces semaines-là. Alors
Donc, il y a clairement une réflexion à avoir sur notre filet social. Je pense que tout le monde, avant la crise, aurait dit que le Canada a un excellent filet social. Je continue de penser qu'il est bon, mais peut-être qu'il y a des choses à revoir. Mais du côté des arts et de la culture, oui, certainement. Je parlais un peu plus tôt que le premier ministre m'a donné dans ma lettre de mandat la responsabilité de travailler avec le secteur, notamment sur la question des changements climatiques. Mais alors ça veut dire quoi? Bien, comment est-ce qu'on utilise les arts et la culture pour mieux communiquer aux Canadiens, aux Canadiennes, à la fois qu'est-ce qui se passe avec cette crise-là, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut sensibiliser et peut-être même éduquer un peu plus la population. Mais ça peut aussi vouloir dire comment est-ce qu'on réduit l'empreinte écologique et climatique du secteur des arts et de la culture. On parlait un peu plus tôt d'exportation culturelle, tout ça, bien évidemment, ça implique les voyages en avion, les tournées, beaucoup de choses comme ça qui sont des événements qui ont une grande empreinte, mais il y a des exemples très intéressants qui existent au Québec, ailleurs au Canada et même dans le monde, où on peut faire les choses différemment, où on peut mettre en place des mécanismes. On parlait d'infrastructures tout à l'heure, bien, tant qu'à faire des rénovations, pourquoi pas faire des rénovations très performantes d'un point de vue efficacité énergétique, d'un point de vue empreinte écologique. Ayant moi-même travaillé à la réalisation du premier édifice commercial LEED Platine au Québec, j'ai certaines connaissances et une grande sensibilité à ça, mais je vous parlais de la ministre des Infrastructures tout à l'heure, c'est notre ancienne ministre de l'Environnement. Alors, c'est une personne qui est aussi très sensible à ça. Alors, je pense qu'effectivement, on a l'occasion, dans le cadre de ce qui sera bientôt cette relance-là, d'imaginer des choses autrement et peut-être de faire mieux. Steven, peut-être en conclusion, une dernière question. Montréal, on est tous des Montréalais. Montréal est particulièrement touché ces jours-ci. Il se fait un peu de Montréal bashing, pas juste dans le reste du Canada, à certains endroits au Québec. Est-ce qu'il y a une inquiétude à avoir sur la réputation de Montréal? On est une ville de culture, on est une ville événementielle, on est une ville touristique. Est-ce que devant nous, dans plusieurs mois, on va avoir besoin de faire une offensive pour rétablir la réputation de Montréal? Comment tu vois cette situation-là, toi? C'est une bonne question. Deux choses que je dirais par rapport à ça. À mon humble avis, ce ne sera pas le cas. Je ne pense pas qu'à la sortie de cette crise-là, les gens vont tourner le dos à Paris ou à New York et je ne pense pas que ce sera le cas pour Montréal non plus. Mais je pourrais me tromper. Et l'engagement que je prends, et je pense que tous les membres du cabinet de la région de Montréal, les élus de la région de Montréal et le gouvernement dans son ensemble, l'engagement que nous prenons, c'est d'être là pour Montréal. Je le disais plus tôt, je suis en contact régulier avec des élus de la ville, avec la mairesse elle-même. On se parle, toi et moi, Michel, dès qu'il y a un besoin de votre côté, et on ne va pas laisser tomber Montréal. Si ça devait être un problème, s'il fallait mettre sur pied une offensive, on sera là pour le faire avec vous. Merci. D'abord, merci beaucoup, Steven Guilbeault, d'avoir accepté de vous prêter au jeu. Je le dis à tout le monde, les questions, il ne les connaît pas d'avance. Donc, quand je lui demande des détails, c'est parce que je voudrais les avoir. Des fois, ils ne sont pas prêts, comme il dit, c'est une question de jour. Alors, on va suivre ça avec attention, puis on va réagir. Mais c'était absolument essentiel, je pense, qu'on ait cet échange-là. Pour tous ceux qui nous écoutent, mercredi, le 6 mai, là, dans quelques jours, on va avoir Jean-Marc Léger avec nous, qui va nous parler du jour d'après, donc possiblement vers quoi on s'en va. Et on a la semaine prochaine, le 11 mai, Mélanie Joly, pour la deuxième fois à la Chambre, qui va parler également de la poursuite des choses, la poursuite de la stratégie économique dans le cadre de la COVID-19. Donc, c'est un rendez-vous. Merci beaucoup. Encore une fois, merci Steven Guilbeault. C'était très intéressant. À bientôt. Merci beaucoup, Michel. Portez-vous bien tout le monde. Au plaisir.